Rebonjour, bienvenue à la deuxième partie du chapitre 1 du livre de Wildy, où on continue à parcourir les éléments essentiels des notions de physique. On est rendu à la section 1.7 qui parle du travail. Le travail, c'est en relation étroite avec l'énergie et vous voulez peut-être noter une définition ou deux. Je dis une ou deux parce qu'il y a deux interprétations du travail. La première, c'est la suivante. On dit que le travail mécanique, mesure l'efficacité d'une force à produire un déplacement. Oh, ça c'est supposé être un U. Un déplacement. Ça, c'est supposé être ENT. Je m'en fais pas avec ça et je continue. Donc, on a le dessin que j'ai fait en bas, là, c'est une simple boîte sur le plancher. Imaginez que vous appliquez une force F, appelons-la, F3, comme ça ici, avec un certain angle par rapport à l'horizontale. Cet angle-là, on va l'appeler l'angle θ en degrés. Vous vous doutez que si on tire sur la boîte, ce qui va probablement se passer, c'est que la boîte va accélérer vers la droite et éventuellement, s'il n'y a pas trop de frottement, la boîte va se déplacer comme ça et on appelle les déplacements S vecteur. Le S, c'est la première lettre du mot space en anglais. Les déplacements dans l'espace, on peut les appeler quand ils sont pas nécessairement alignés avec un axe X, Y, Z. On utilise la lettre S. Comme ça veut dire que c'est dans n'importe quelle direction et c'est la variable qu'on emploie pour le déplacement en général. Lorsque le déplacement est exactement aligné avec l'axe X, Y, Z, on va utiliser X, Y, Z. Mais ici, j'en ai même pas d'axe X, Y, Z. Donc, j'utilise S, un déplacement spatial quelconque. Donc, l'idée, c'est que si la force F3 est efficace, on va observer un déplacement S. Et le travail vient mesurer l'efficacité de cette force-là. L'équation qui nous permet de calculer le travail, on l'appelle W pour work en anglais. C'est une équation qui est simple. On prend la force, dans notre cas, ce serait F3. On multiplie par la longueur du déplacement en mètres, on l'appelle S. Vous voyez que je ne mets pas de vecteur par-dessus mon F, ni par-dessus mon S, parce que dans l'équation, ce sont les modules, les longueurs de ces flèches-là qui comptent, et l'orientation, on en tient compte avec le cosinus de l'angle θ entre le déplacement et la force F qui produit le déplacement. Je vais prendre le temps de définir ces variables-là, là, parce que ça vaut la peine. Angle entre le déplacement S et la force F. Dans mon cas, ce serait F3. S, c'est le déplacement en mètres. Comme ça. Et F, c'est la force en newton, dont on veut mesurer l'efficacité ou, synonyme, dont on veut calculer le travail. Donc ça, ce serait le travail W associé à la force F. Il y a un travail W associé à chacune des forces qui sont appliquées sur un objet. Dans ce cas-ci, j'ai dessiné une seule force, mais il pourrait y en avoir plusieurs, et à ce moment-là, il faudrait calculer le travail W pour chacune de ces forces-là. Par exemple, s'il y avait F1, on calculerait W1, le travail associé à F1. On calculera ensuite W2, le travail associé à F2, et vous comprenez le principe. La deuxième définition du travail, on dit que le travail, c'est aussi la quantité d'énergie qui est nécessaire pour effectuer le déplacement. La quantité d'énergie nécessaire ou dépensée, on pourrait l'écrire comme ça aussi, dépensée pour effectuer le déplacement. Le déplacement, nous, c'est S. On pourrait le noter pour ne pas perdre notre temps, juste comme ça. Donc, c'est la même chose. W, c'est quelque chose qui se mesure en joules et qu'on appelle le travail. Le symbole
dans le système international pour l'unité de mesure du travail et de l'énergie, c'est J, pardon. W, c'est la lettre qu'on utilise pour la variable du travail. Du travail et de l'énergie, essentiellement, c'est la même chose. Du travail, c'est de l'énergie qu'on consomme. Et de l'énergie, c'est une réserve de travail qu'on n'a pas encore utilisée, qui est à l'intérieur, par exemple, d'un réservoir d'essence dans une voiture. On va dire que l'énergie dans une voiture est contenue dans le carburant chimique qui est à l'intérieur du réservoir. Et si on consomme ce carburant-là dans une voiture, on va produire un travail qui va déplacer la voiture du point A vers le point B. Bon, vous comprenez le principe, là. Essentiellement, on peut avoir 3 types de travail. W, vous allez voir, c'est pas compliqué. On peut avoir un travail W positif. Dans le cas de la force F3 que j'ai dessiné en bleu et du déplacement S qui est essentiellement dans le même sens que la force F3, on va obtenir un travail W positif. C'est-à-dire que W va contenir peut-être 112 joules, 587 joules, 0,4 joules, 18 kilojoules, un truc comme ça, mais dans le positif. Quand c'est positif, là, c'est que la force est efficace pour produire le déplacement. Ça veut dire que F3 a été utile pour produire le déplacement S. L'autre cas, c'est quand on a 0. On peut calculer le travail d'une force et obtenir 0. Là, vous vous dites, ouais, ça arrive quand ça? Ça veut dire que la force est inutile. Mais regarde bien. Si on avait dessiné le poids, la force gravitationnelle qui agissait sur la boîte, et il y en a une force gravitationnelle, il y en a un poids qui agit là-dessus, vous vous seriez rendu compte rapidement qu'il y a un angle droit entre P et S. Cet angle droit-là, de 90 degrés, va nous générer un cosinus θ, cos de 90 degrés, qui est égal à 0. Et peu importe la valeur du poids P qu'on va entrer dans la formule du travail, peu importe la valeur du déplacement S, que ça vaille 18 km, 800 années-lumière ou 2 mètres, comme le cos de 90 degrés vaut 0, vous allez vous ramasser avec un W pour le poids P qui est égal à 0. Le travail de la force P va être égal à 0 joule. Pourquoi? Parce que la force P n'est pas utile pour produire le déplacement S. Ce n'est pas à cause de la gravitation qu'on se déplace vers la droite. La gravitation tire vers le bas. Donc, on va dire que la force P, ici, elle est inutile. Et lorsqu'une force est inutile en général, pour produire un déplacement, on va dire que son travail, W, est égal à 0. Quand vous voyez un angle droit entre le déplacement et la force, automatiquement, le travail de cette force-là, c'est 0, que vous le vouliez ou pas. Il y a une autre force dont le travail donnerait 0, c'est la force normale. La force normale, on l'appelle N majuscule, c'est une force qui est exercée par la surface, le sol, sur la boîte, pour l'empêcher de défoncer la surface. Généralement, c'est pas un problème. La plupart des surfaces solides sont capables d'exercer des forces qui empêchent les objets de passer au travers. C'est pour cette raison-là que je suis pas en train de tomber de ma chaise. C'est pour cette raison-là que lorsqu'on marche sur un plancher, on passe pas au travers. Et la force N, généralement, s'oppose au poids complètement ou en partie, et vous voyez que N est elle aussi perpendiculaire à l'horizontale, donc perpendiculaire à mon déplacement S, et le travail de la force normale serait aussi égal à 0 joule. Maintenant, il existe un dernier type de travail, ce sont les travaux négatifs. Les travaux négatifs, non seulement ils sont inutiles, mais ils sont nuisibles. Un travail négatif va être généré par une force, entre autres, de frottement. Ici, j'ai dessiné F minuscule indice C, c'est la force de friction cinétique, une force de frottement là, qui vient de la rugosité entre les surfaces, dans ce cas-ci entre le sol et entre ma boîte. La force FC, vous voyez comme moi qu'elle fait un angle de 180 degrés par rapport au déplacement. Et comme un cosinus de 180 degrés, lorsqu'on rentre ça dans l'équation, donne moins 1, forcément, FC, son travail W indice F minuscule C va être égal à je sais pas combien. Il faudrait que j'aie la valeur pour S et la valeur pour F3, mais ça va être égal à moins quelque chose joule, parce que la force de friction est
nuisible pour le déplacement S. Non seulement c'est pas elle qui le fait le déplacement, mais elle s'oppose à ce déplacement-là. Vous n'avez pas besoin de savoir plus de choses que ça sur le travail et j'arrête là pour la section 1.7. Maintenant, deux sections super faciles, mais super importantes pour vous. Entre autres, là, 1.9 pour la puissance motrice. C'est la notion de puissance en mécanique. On va définir la puissance comme la quantité d'énergie par unité de temps. C'est la quantité d'énergie qu'on va transformer en travail. Ça, c'est la variable P majuscule qui mesure ça. Et on prend W, le travail, l'énergie qu'on a effectivement consommée en joules, et on divise ça par le temps que ça prend pour consommer cette énergie-là. W, c'est le travail ou l'énergie consommée, ce sont des synonymes en joules, et on divise ça par le temps en secondes que ça prend pour consommer cette quantité d'énergie-là. Et ça va vous donner la puissance. Et ça, ce sont des watts. Là, il y a d'autres unités de puissance que vous rencontrez de temps en temps, vous, dans votre domaine, là, entre autres les HP, les chevaux vapeur. Si je me souviens bien, c'est 146, je me souviens plus combien, kilojoules ou joules. Ce sera à vérifier, regardez. Vu que je le sais pas par cœur, là, je le barre, mais de mémoire, c'est 740 quelques kilojoules. J'ai dit kilojoules, mais c'est des kilowatts ou des watts tout court. Là. Je vous le confirmerai en classe. Vous pouvez le trouver sur Internet aussi. Hein. Ça fait partie de la game. Vous avez simplement à taper un cheval vapeur là, ou un HP. Il y a différentes versions. La version britannique, américaine, je pense, là, mais c'est proche l'un de l'autre. Et on peut faire la conversion une fois qu'on va sur Internet chercher le facteur de conversion pour amener ça en watts. Les watts, ce sont les unités SI, Système international, pour la puissance. Donc, on n'utilisera pas les HP dans nos équations, mais ça se peut que vous tombiez là-dessus de temps en temps. En passant, 1 watt, c'est égal à 1 joule par seconde. Donc, ça correspond un peu à la vitesse à laquelle on consomme l'énergie. Par exemple, un séchoir à cheveux là, de 1500 watts, ça veut dire qu'à chaque seconde, il va prendre 1500 joules d'énergie électrique et aussitôt qu'il passe une seconde, il consomme ces 1500 joules-là et on dit que c'est une puissance de 1500 watts. Lorsque vous avez un moteur, et c'est le cas régulièrement dans votre domaine d'études, travaillez avec les drives, entre autres, et puis les pompes dans le local 2236, là, on va vouloir calculer la puissance mécanique de ce moteur-là avec une équation quand même assez facile. C'est oméga. Faites attention, je sais que ça ressemble à un W, là, et si vous dites W, je vais vous agacer et vous taquiner, là, parce que c'est pas W, c'est oméga, multiplié par taux, le moment de force ou le couple qu'on a vu précédemment. Je vais l'appeler le couple en newton-mètre, ou moment de force, c'est un synonyme. Et oméga, c'est la vitesse angulaire. Vitesse angulaire. Ça se mesure en radians par seconde, où on peut prendre des RPM et les transformer en radians par seconde. Ça mesure la vitesse de rotation. On a toute une section sur la rotation et je vais revenir sur la conversion des RPM en radians par seconde. Et si vous faites la multiplication de un par l'autre, magie, ça vous donne des watts, l'unité de puissance, et vous êtes capable de calculer la puissance motrice de votre moteur. Maintenant, c'est pas nécessairement égal à la puissance électrique qui est consommée par le moteur. Ça va dépendre du rendement du moteur, le rendement état là, en pourcentage. Par exemple, si votre moteur a un rendement de 20% seulement, ça veut dire qu'il va fournir une puissance motrice P qui est seulement 0,2 fois la puissance électrique, volt fois ampère, là, que vous allez fournir au moteur. C'est déjà terminé pour le chapitre 1. Je vous suggère évidemment de lire le chapitre 1, section par section, là,
qui rejoint ce que j'ai fait avec vous. Et je vous suggère de faire les exercices. Les exercices, ce sont vos devoirs, là. Vous devez faire les numéros 1-1 jusqu'à 1-12 à la fin de la section, à la fin du chapitre 1, plus le numéro 1-16, si je me souviens bien, qui est un bon défi. Si vous avez des questions, là, vous m'écrivez sur le forum, par Mio, ou lorsqu'on se rencontre au laboratoire, vous me posez vos questions et je vous dépanne avec ça. C'est pas un chapitre qui est essentiel pour comprendre tout ce qui s'en vient, mais c'est une bonne idée d'avoir les notions que j'ai expliquées en tête et d'être capable d'au moins avoir une intuition physique des sous-sections que j'ai décrites. Allez, à la prochaine. Je vais probablement faire une vidéo là avec un exemple ou deux qui vont suivre.